Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, le temps est pourri aujourd'hui, il fait froid, il y a de la pluie. Et en plus, il prévoit de la neige pour la semaine prochaine. Il prévoit. Ma précédente vidéo, vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Parce que là, on va continuer à en reparler de ce qui est en train de se passer depuis cette fameuse, ce fameux meeting, ce fameux forum de la sécurité de Munich. Forum où se trouvait M. Vance, le vice-président américain. Et alors ce qui est formidable, c'est que vous savez certains médias qui vous parlent de son discours, mais dans des termes très péjoratifs, l'air de dire oui, rendez-vous compte, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie, de toute façon, c'est de l'administration Trump, donc forcément c'est idiot, c'est stupide, c'est débile, etc. Mais tout ça en fait pour planquer le fait que Vance a tout simplement taclé l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas parlé d'ailleurs de l'Ukraine, ou quasiment pas, sur le fait que actuellement il a eu une réunion avec Zelensky pour discuter éventuellement de ce qui pourrait être des voies pour trouver un traité de paix. Sauf qu'évidemment, très clairement, les Américains, eux, ils disent de toute façon, je crois d'ailleurs que c'est même le président de l'OTAN qui a dit, mais de toute façon, s'il y a un traité de paix aujourd'hui, très clairement, l'Ukraine ne retrouvera pas ses frontières de 2014. Donc en gros, ça veut dire, le Donbass et la Crimée resteront sous le giron russe. Alors c'est intéressant parce que ça, en fait, on est en train de préparer psychologiquement les gens à dire là on a une guerre qui de toute façon est en statu quo depuis l'attaque de la Russie en 2022. Ça a progressé évidemment, mais là ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. C'est-à-dire qu'on te présente la gloire des Ukrainiens qui ont repris un village ou une petite ville. Et par contre, quand les Russes prennent une ville, une petite ville ou un village, là, on n'entend pas parler. Donc si vous voulez, on ne s'en sort pas. C'est un truc qui, de toute façon, aujourd'hui, à moins d'apporter quelque chose qui pourrait déséquilibrer les forces, et en effet, là, ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est la loi du plus fort. Il y a un moment donné où là, c'est pas le cas. Surtout que les Européens, certains Européens anti-russes, anti-Poutine, eux voulaient absolument que l'OTAN s'engage en Ukraine. Sauf que bien évidemment, on est d'accord que s'engager en Ukraine, c'est-à-dire se battre contre les Russes, donc ça veut dire escalade, donc ça veut dire, à un moment donné, risquer que l'un des deux belligérants appuie sur le bouton rouge. Et ça, évidemment, les globalistes et les mondialistes qui ont un certain nombre de leviers dans les autorités compétentes, les deux, compétent, du mot compétent, et compétent, con, abruti, pétant, d'accord ? Donc si vous voulez, il y a un moment donné, il faut dire stop. Parce que, au bout d'un moment, ça devient une boucherie. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui disent oui, hors de question de faire une partition de la Russie, etc. Il faut que la Russie parte, il faut récupérer l'Ukraine, etc. Mais ces gens-là, je leur dis, mais avec quels moyens ? Il faut soutenir l'Europe. Mais j'ai dit, mais avec quoi ? Est-ce que vous êtes conscient qu'à un moment donné, même si vous créez des contingents internationaux, forcément, il y a un moment donné où même ça ne va pas marcher. Alors, donc Vance, qui a carrément balancé dans le parterre que
le plus gros danger qui menace l'Europe aujourd'hui, c'est la mainmise sur la liberté d'expression. Alors là, évidemment, oui, de toute façon, quand on est le vice-président de Trump, Trump n'est pas pour la liberté d'expression, Trump c'est un dictateur. D'où vous voyez que c'est un dictateur? Est-ce qu'il a fait des arrestations de masse en dehors de gens qui ne devraient pas être sur le territoire américain? Ah bah oui, ça évidemment, ça dérange la gauche bien pensante. Mais quand dans certains pays européens, ou même au niveau de l'échelle de l'Europe, certaines personnes commencent à dire oui, il faut contrôler les médias, il faut contrôler le narratif, il faut empêcher des réseaux qui ont des voix dissonantes, c'est-à-dire en gros des voix critiques sur lesquelles on met l'étiquette de fake news, de désinformation. Sauf que malheureusement aujourd'hui, force est de constater que ceux qu'on a traités de faire de la désinformation, en réalité ils ne font pas de la désinformation, ils avaient raison. Ah bah oui, ça fait mal au cul. On voudrait au sein de l'Europe interdire X dans les pays européens. On a déjà interdit RT. Donc à partir du moment où l'Europe veut se munir d'outils de censure, c'est-à-dire des outils, des administrations, des bureaucraties qui estimeront ou décideront qu'est-ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui a foi d'être honoré de pouvoir divulguer une parole de ceux qu'on considère comme étant d'extrême droite, fachos, de désinformation, etc. Donc, on leur coupe le sifflet. Je veux dire, aujourd'hui, l'Arcom, moi je sais pas, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi ne pas saisir la justice contre l'Arcom pour obliger l'Arcom à donner des explications, de donner des arguments et des raisons pour supprimer C8. En fait, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'Arcom est un organisme de surveillance et de contrôle des outils de communication d'État. Censée être indépendante, mais en réalité, non. Vous imaginez si demain l'Arcom décide de supprimer France 24, par exemple? Non mais là, vous allez avoir des manifs toutes les semaines dans la rue à Paris, oui, atteinte à la liberté d'expression, atteinte à la pluralité des médias, etc. Mais qu'est-ce que vous faites avec C8 ? Alors, entre Hanouna et Bolloré, apparemment, il y a une sorte de divorce qui se prépare. Si C8 a été supprimé, c'est à cause d'Hanouna. Parce que Hanouna a laissé dire dans ses émissions des choses qu'il ne fallait pas dire, que tu n'as pas le droit de dire. Alors attention, dans cette émission, il y a parfois des gens qui ont dit des conneries. Et que d'autres personnes, quand elles ont entendu ces conneries, ont saisi l'Arcom et la chaîne a été sanctionnée. Sauf que les bien-pensants, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas des sanctions, c'est une suppression. La punition ultime, c'est la suppression. Limite interdire. Alors, ce qui est problématique pour eux, c'est que, oui, C8 va s'arrêter le 28 février, mais Hanouna, il va créer une autre émission sur une autre chaîne. Je veux dire, avec les audiences qu'il fait, il y a des chaînes qui en ont rien à foutre de savoir s'il dit des conneries. Eux, ce qu'ils voient, c'est au niveau des annonceurs, ce que ça rapporte. Alors, en plus que là, C8 va être supprimé, que l'émission TPMP va disparaître, et en fait,
qu'est-ce que vous avez fait? Non, vous n'avez pas satisfait votre ambition de supprimer ou d'interdire ou de fermer le clapet à une chaîne qui vous dérangeait. Vous avez créé un martyr. Hanouna est devenu un martyr médiatique. Et donc, ça va pousser encore plus de gens à le regarder. Donc du coup, ça va servir à rien. Peut-être que ça aura puni Bolloré, mais Bolloré, la réponse qu'il a trouvée, c'est simple, c'est que Canal+ a réduit de, je ne sais plus, de 40 ou 60% les investissements sur la production cinématographique française. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, Canal+, Studio Canal, pardon, est l'un des plus gros producteurs, pas seulement français, mais européens. C'est celui qui injecte le plus d'argent dans les productions cinématographiques. Donc même 40% de moins, je peux vous dire que ça va faire mal, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de productions qui auraient pu passer par Canal+, qui finalement vont finir à la poubelle ou dans un tiroir, parce que personne d'autre n'aura les moyens, personne d'autre n'aura les couilles, personne d'autre n'aura envie de financer des films, parce que déjà ils font des efforts de financer des films d'Ara Issei ou d'auteurs qui rapportent rien, qui font perdre de l'argent, donc tu as intérêt à faire un gros succès au box-office. D'ailleurs, le petit truc en plus d'Artus, boudé au César. Alors là, en plus, les Césars, ils sont emmerdés parce que vu le film d'Audiard qui a été mis en avant, qu'on s'attendait, comme le nez au milieu de la figure, que c'est l'actrice trans de Emilia Pérez qui allait emporter le prix de la meilleure interprétation féminine. Là, et vu l'affaire dans laquelle elle est tombée suite à des tweets qu'elle a fait il y a quelques années, alors elle s'est excusée, mais le problème c'est que c'est trop tard, le mal est fait. Et ça va être pareil pour les Oscars. Je rappelle, 13 nominations aux Oscars pour le film de Audiard. Je crois que c'est la première fois qu'un film français est autant représenté dans une cérémonie américaine. Mais comme vous le savez, aux États-Unis, vous avez des conservateurs. Les conservateurs, ils estiment que les Oscars, c'est pour les films américains, pas les films étrangers. Alors déjà qu'il y a quelques années, l'Oscar du meilleur film avait été décerné à un film coréen qui s'appelait Parasite. Je peux vous dire qu'il y en a certains qui n'ont pas trop aimé. Et là, on sent bien que Emilia Pérez pourrait rafler pas mal de statuettes. Donc du coup, il y en a je crois en plus c'est une journaliste canadienne qui a trouvé des vieux tweets assez, je crois, racistes ou antisémites ou un truc comme ça. Donc là, du coup, ouais. Donc voilà, je veux dire, chaque effet, chaque cause a forcément une conséquence. Et donc, un traité de paix qui pourrait se signer entre l'Ukraine et la Russie dans un tracé de frontières avec une garantie de surveillance américaine, évidemment qu'au niveau de l'Europe, ils font la gueule. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a certains médias qui le disent, ils disent, mais l'Europe n'est pas contente, mais il fallait qu'elle agisse. Sauf qu'elle n'a pas agi, au contraire. Elle a mis l'huile sur le feu. Elle a tenu le discours, il faut que l'Ukraine batte la Russie. Il faut faire tomber la Russie. On fait des sanctions. On a même un ministre français, M. Bruno Le Maire, qui avait affirmé « Nous mettrons l'économie de la Russie à genoux ». Ouais. On attend. Donc, si vous voulez, il y a un cumul de tout. Et c'est vrai que l'Ukraine, on n'entendait plus parler parce que on attendait l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. On savait que forcément l'Ukraine allait devenir un sujet pour l'administration Trump. Bon voilà.
Alors vous avez des Européens, des députés européens qui se plaignent en disant oui, l'Europe n'a, les États-Unis n'ont pas le droit d'écarter l'Europe des négociations, etc. Mais les Américains, ils ont toujours à un moment donné agi seuls parce qu'ils n'ont pas envie de partager. Ah bah oui, forcément, hein. Les lobbies industriels européens, bah, ils font la gueule parce que tout va leur passer sous le nez. Les rageux que vous avez à l'Union européenne aujourd'hui, c'est pas parce que la pauvre Ukraine elle va être amputée de territoire, qu'ils vont être gardés par les Russes, non. C'est parce que les lobbies industriels, économiques, financiers européens sont en panique parce que les Américains, c'est eux qui vont avoir le plus gros de la timbale. Déjà, on vous l'a dit, BlackRock, Vanguard, par le biais de sociétés écrans, ont déjà la main mise sur une grosse partie des terres agricoles. Et aujourd'hui, les Américains, pour être compétitifs face à la Chine, les terres rares. Donc ce sont les terres rares qui vont être très clairement l'enjeu des négociations avec la Russie. C'est-à-dire que les Américains vont avoir le discours très simple. Écoute, Poutine, nous on te garantit que tu gardes le Donbass et la Crimée. En revanche, nous on est intéressés d'exploiter en Ukraine ce qu'on a besoin ou envie d'exploiter. On se fait nos petits accords avec Zelensky, Zelensky signe, et nous on assure la garantie que les Européens ne viennent pas foutre le bordel en Ukraine pour relancer la guerre. Quitte même, peut-être, hein, ça c'est mon opinion personnelle, que les Américains, pour calmer l'Europe, disent écoutez, nous on va faire en sorte que Poutine accepte que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Mais attention, pas d'OTAN, uniquement l'Union européenne. Par contre, les projets, les idées d'Union européenne avec une armée, ça, je peux vous dire que les Américains, ils sont en train de le flinguer. C'est-à-dire tous ceux qui vont militer, qui vont commencer à vouloir essayer d'installer, de mettre en place des projets, des lois pour la création d'une armée européenne, là, je peux vous dire que les Américains, ils vont les flinguer les uns après les autres. Parce que les Américains, leur hégémonie, c'est l'OTAN. Et preuve en est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le fait que le commandement militaire est américain, donc ça veut dire aujourd'hui c'est Trump, donc évidemment les européistes, maladifs soient-ils, aussi fanatiques soient-ils aujourd'hui, savent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'OTAN. L'OTAN ne fera pas et n'investira pas dans la guerre en Ukraine. Fin de partie. Game over. Et donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, évidemment, tous ceux qui vous chantaient qu'il fallait battre la Russie, il fallait éliminer Poutine, qu'il fallait démanteler la Russie, sauver l'Ukraine, intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, intégrer l'Ukraine à l'OTAN, etc. Alors, évidemment, vous avez certains médias qui vous mettent en avant des propos de gens qui sont dans l'OTAN, qui sont à l'Union européenne, en disant oui, de toute façon, nous allons faire en sorte que l'Ukraine soit intégrée à l'OTAN dans une procédure accélérée, etc. Mais bande d'idiots, qui est le plus gros investisseur, qui est le plus gros soutien de l'OTAN financièrement parlant aujourd'hui? Excusez-moi, c'est qui? Ce sont les Américains. Donc qui sont ces gens pour se croire bien placés pour la jouer à l'envers vis-à-vis des Américains? Personne en fait. Limite, ce sont des gens qui, en fait, tiennent ces propos pour leur propre pub, pour leurs propres ambitions, purement et simplement.
sais pas si vous avez remarqué, mais c'est marrant, on l'a pas entendu Macron là sur la réunion à Munich. Bah oui, forcément, il fait partie de ces gens en Europe qui viennent de se faire fesser par le vice-président américain. Hein, puis en plus, avec le coup qu'il a fait sur son colloque, son séminaire, son meeting sur l'IA, l'Europe doit se munir d'outils IA indépendants, inclusifs. Hein? Inclusif. Donc ça veut dire que vous voulez faire une IA qui en réalité ne sera pas intelligente, mais qui sera un outil de propagande. Donc après, il y en a qui disent oui, regardez, les Américains, ils n'ont pas signé. Bah oui, ils n'ont pas signé, c'est normal. Un, parce que eux, ils ont leurs propres outils, et ils ont tout intérêt à faire la promotion de leurs propres outils à l'échelle internationale. Et puis deux, ils ne vont pas s'engager dans un truc où on va leur imposer des règles. Qui plus est des règles qui vont jouer contre leurs intérêts. Et d'ailleurs, je crois que même les Britanniques n'ont pas signé. C'est pour dire. Donc évidemment, vous avez les bien-pensants qui vous chantent, oui, le meeting, grand, formidable, machin, oui, l'IA européenne, hein. Donc déjà, rien que tu dis, le fait que tu dises une IA européenne, etc., bah déjà tu le sens venir, la compétence, qui sera une compétence propagandiste, mais pas indépendante. Vous en avez déjà des scientifiques, des experts, qui sont en train de vous chanter, ouais, vous allez voir, ça va être génial, ça va être mieux que ChatGPT. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont en train de dire, ouais, enfin bon, déjà le premier lancer que vous avez fait, ça a été un échec. Donc oui, ça va être intéressant parce que si jamais les Américains réussissent à amener Zelensky et Poutine à signer un traité, c'est clair que à l'Union européenne, ça va faire la gueule parce que ça veut dire que, un, ça s'est fait sans eux, et puis deux, ils ont tellement joué la carte du va-t-en-guerre que maintenant ils ont la queue entre les jambes. Et donc du coup, les peuples européens ils vont se dire, mais alors, finalement cette Union européenne elle sert à rien. Mais bien sûr qu'elle sert à rien. Elle ne sert que les globalistes et les mondialistes à essayer de mettre la main sur vos souverainetés, c'est tout. Et de vous imposer une gouvernance supranationale. Et détruire des lois, détruire des principes, détruire des valeurs dans vos pays pour normaliser tous les pays européens à une seule idéologie, à une seule politique, à une seule règle. Donc finalement, l'Union européenne, c'est pas une démocratie, c'est une plutocratie. C'est un semblant de démocratie, mais dans laquelle on va vous obliger, et d'ailleurs c'est le cas, on va vous obliger à voter pour des gens pour lesquels vous ne voudrez pas voter. Mais parce que l'extrême droite, les fachos, etc. sont les outils par excellence qu'on va vous mettre en avant pour vous obliger à voter pour des gens que naturellement vous ne voulez pas voir comme députés européens, comme étant aux manettes de l'Europe. Donc du coup, je veux dire en France, aujourd'hui en France, il y a un putain de laboratoire. La France est un putain de laboratoire. C'est-à-dire vous amenez à accepter l'inacceptable. Mais on va toujours vous mettre dans une situation où il y aura toujours une proportion de gens qui sont des hypersensibles, qui sont toujours dans la peur, etc., pour finalement non seulement être les complices de la politique mortifère, totalitaire de ces gens de gauche, bien pensants, etc., et les conditionner à vous traiter, vous, de fachos, parce qu'à un moment donné, vous voulez mettre de la clarté, vous voulez mettre de l'éclaircissement, vous voulez mettre de la lumière dans le débat.
Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez TF1, LCI, France Télévisions en train de se torturer le cul pour essayer de ne pas donner le véritable narratif que y a un moment donné où cette guerre, faut l'arrêter. Parce que sinon, ça va devenir une boucherie. Parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est tout. Donc évidemment, surtout, je pense à LCI. LCI qui, avec ses chroniqueurs qui ont eu des discours très russophobes et qui, finalement, aujourd'hui, sont bien embêtés parce que leurs hyper-convictions, planquées derrière leurs expertises, leur professionnalisme, finalement, tout ça, c'est en train de partir à la poubelle. Dommage. Donc affaire à suivre, les enfants, parce que c'est passionnant, c'est intéressant. C'est tellement intéressant qu'aujourd'hui, vous allez entendre du narratif. Oui, aujourd'hui, Washington est devenu la succursale de Moscou. Ça n'a pas de sens. Mais, tant qu'il y a des cons pour l'écouter et voire même le répéter, d'ailleurs, vous le voyez sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui disent des conneries comme ça. À un moment donné, quand vous apportez une critique, vous essayez de contrer, ou vous essayez de leur demander d'être un peu plus clair, d'être un peu plus concis, d'être un peu plus argumenté, il n'y a plus personne. Puis attention, il y en a pas mal, c'est des députés de l'Assemblée nationale. Ce sont des politiciens français, ce sont des idéologues français. Putain de bordel. Allez, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Vous me voyez ? Vous me voyez ou vous me voyez pas ? Oui, c'est normal, il fait nuit. Alors, juste, avant de terminer cette vidéo, petite réaction, parce que l'un d'entre vous m'a fait un commentaire. Et du coup, tenez, paf, je vais vous mettre sur la route. Oui, commentaire. Qui m'a dit que il faut comprendre les Ukrainiens qui en ont quand même pris plein la gueule avec le communisme, avec les soviets. Surtout, on se rappelle, oui, j'ai toujours parlé, j'ai même des fois souvent abordé ce sujet concernant l'Ukraine, sur le fait que Staline, il n'a pas été très gentil avec les Ukrainiens. Et le fait aussi, c'est que la Crimée, la fameuse Crimée, que certains vous disent que oui, elle a toujours été ukrainienne. Non, elle n'a jamais été tout le temps ukrainienne. Elle est ukrainienne que depuis 1954, date à laquelle le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, M. Nikita Khrouchtchev, la donne en fait à l'Ukraine. Et à la limite, à l'époque, ça ne changeait rien puisque l'Ukraine appartenait à l'URSS. Donc c'était juste, histoire de... Mais ça ne changeait rien. Jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, jusqu'à l'indépendance en 91 de l'Ukraine, et qui par conséquent, on lui a donné la Crimée, donc elle a gardé la Crimée, logique. Alors pour revenir à votre commentaire, oui, mais, comment dire, vous n'avez peut-être pas connu cette époque où des arrière-grands-parents, des grands-parents, pardon, même aussi les parents, qui ont connu, alors moi j'ai eu 2 arrière-grand-mères qui ont connu les 2 guerres mondiales. Je peux vous dire que les Allemands, elles ne les portaient pas dans leur cœur. Et pourtant, on a essayé d'adoucir les mœurs pour essayer de faire accepter que les Allemands des années 70-80 ne sont plus les Allemands des années 40 ou des années 30. Ce qui est logique. Sauf que le fait d'essayer d'assouplir les relations franco-allemandes, vous en avez toujours entendu parler de ces fameuses relations franco-allemandes. Oui, mais le problème, c'est peanuts.
ça représentait rien, les relations franco-allemandes. Oui, ça représentait des relations sur certains points, sur certains détails, mais vous ne pouvez pas faire copain-copain avec un pays dont la culture est complètement différente de celle de la France. C'est comme les Britanniques. Les Britanniques ont fait à chaque fois, chaque année, l'entente. L'entente avec les Britanniques. Est-ce qu'on a besoin de faire de l'entente avec les Britanniques? Bah oui, parce que les Français sont des Latins et les Britanniques sont des Anglo-Saxons. Donc forcément, il y a quand même quelques différences culturelles, de mœurs, de perception. Donc, il y a eu un énorme travail pour assouplir les relations entre les Français et les Allemands, mais tous ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, voire même la Première Guerre mondiale, ces gens-là, moi j'en ai pas connu un seul, quand j'étais gamin ou adolescent, qui me disait oui, mais de toute façon, c'est vrai que les Allemands d'aujourd'hui, c'est pas les Allemands des années 30, c'est pas des Allemands nazis. Non, ils disaient ouais, c'est les Allemands, même les Prussiens, nous ont filé 2-3 guerres quand même. Donc il y a une certaine animosité, il y a une certaine méfiance de la part d'une certaine catégorie de Français qui ont connu ou qui ont hérité de cette méfiance. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2024. En grande majorité, je pense que les Français aujourd'hui n'ont plus de grief particulier à l'encontre des Allemands, malgré le passé historique. Ce qui n'est en effet peut-être pas le cas des Ukrainiens. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que, au lieu d'essayer de pacifier, essayer de comprendre que les Russes ne sont pas les Soviétiques d'avant 91, même si, encore une fois, il y a des résidus, il y a des héritages, il y a encore un parti communiste en Russie. Donc, j'entends bien, attention, méfiance, mais allons dans le bon sens. Essayons de, je dirais pas de passer l'éponge, parce que c'est compliqué, mais avec le temps, on met de l'eau dans son vin. Sauf que, si en France, les idéologues, les politiques ont fait en sorte d'essayer d'assouplir les relations, l'entente, la considération des Français envers les Allemands, c'est pas le cas des Ukrainiens. Dès les années 90, les Ukrainiens, il y avait des intérêts de géopolitique, des intérêts géopolitiques qui se sont accrus à partir du moment où Poutine a pris ses fonctions. Alors c'était en 99 ou 2000, je ne sais plus. Et là, c'est des jeux d'influence. Les jeux d'influence ont toujours existé. Sauf que dans les jeux d'influence, tout est permis. Il n'y a pas de règles. La preuve, c'est que même un président américain, face à la sollicitation de Poutine, oui, est-ce que c'est possible que la Russie puisse rentrer dans l'OTAN? Et que Bill Clinton lui dit, ouais, enfin, moi j'y vois pas d'inconvénient, au contraire, je pense que ça sera bien. Et que quelques minutes plus tard, Clinton se fait rappeler à l'ordre par ses conseillers en disant t'es fou, t'es taré ou quoi alors? Non, hors de question. Et donc, du coup, Clinton est allé revoir Poutine en disant écoute, non, là, on m'a fait comprendre que non. Donc, si vous voulez, à partir de là, ça devient compliqué. Tout simplement parce que, comme vous l'avez très justement dit, il y a encore des Ukrainiens qui en veulent énormément aux Russes pour ce qui s'est passé sous l'Union soviétique, alors que c'était l'Union soviétique, c'était Joseph Staline. Donc si vous voulez, il y a quand même plusieurs décennies qui se sont écoulées depuis. Mais si vous alimentez le feu, si vous alimentez la haine, si vous alimentez la rancœur, cette rancœur, elle se perpétue de génération en génération. Vous savez, c'est un peu comme les conflits tribaux qu'il y a aujourd'hui en Afrique vis-à-vis de certaines communautés, vis-à-vis de certaines ethnies.
Si vous avez des gens qui cultivent la haine, tiens, je prends l'exemple du Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Je veux dire, on est en 2021, en 2025, au 21e siècle. Et le problème, c'est qu'il y a encore des animosités, il y a encore des rancœurs, il y a encore des haines entre certaines communautés, des guerres tribales. Et je dirais même pire, des guerres tribales qui se sont exportées en Europe. Hein, les Indiens et les Sikhs. Les Afghans, pareil, les Pashtuns contre les Malaisiens. Enfin, ça s'entend pas très bien. Hein. Enfin, donc tout ça pour dire que, oui, vous avez raison de rappeler que les Ukrainiens, ils en ont quand même pris plein la gueule. Comme nous, les Français, on en a pris plein la gueule. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui que les Allemands sont forcément des nazis ou des héritiers du nazisme? Non. Pourquoi? Parce qu'on a, pendant plusieurs décennies, essayé d'assouplir et de convaincre l'opinion que le passé, c'est le passé, et que maintenant, il faut voir l'avenir ensemble, l'avenir la main dans la main. D'ailleurs, j'ai envie de dire, l'image symbolique de Mitterrand et de Helmut Kohl, la main dans la main, c'est pas juste pour faire les gentils, c'est parce qu'il y a une valeur symbolique. Or, si vous faites le contraire, c'est-à-dire que si vous alimentez dans le peuple la colère, la haine de l'autre, parce que l'autre est l'héritier d'une culture, d'un empire, d'une conquête, d'une guerre, ou truc comme ça, ouais, forcément, vous allez, et je dirais même, en plus de ça, quand vous avez un instrument idéologique qu'on appelle le secteur droit ou le bataillon Azov, il faut les légitimer, ces groupes-là, parce qu'on en a besoin. Parce que comme ils sont profondément anti-russes, parce que, évidemment, tous les bandéristes, c'est ceux qui sont adeptes de l'idéologie de Bandera, je ne sais plus, qui était un personnage très controversé de notre point de vue européen. Voilà, donc, encore plus vrai, quand dans votre propre pays, vous avez des russophobes, des russophones. Bien, ça fait 2 fois que je fais la connerie. Là, c'est comme les Allemands, les Alsaciens. Les Alsaciens qui préfèrent peut-être plus la culture germanique que la culture française. Non, t'es français maintenant, d'accord? Donc voilà, je voulais juste réagir à ce commentaire qui en effet, est tout à fait juste, mais qui ne concerne pas que les Ukrainiens, qui concerne en général tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les tribus, religions, où vous avez des organismes, des idéologues, des personnalités politiques qui jouent la carte de la haine, qui cultivent la haine de l'autre, au lieu d'essayer de jouer plutôt la pacification, la détente, etc. C'est comme exactement les Palestiniens et les Israéliens. Vous avez des idéologues qui sont là parce que c'est des extrémistes et ils jouent leur rôle d'extrémistes de toujours pousser à la détestation de l'autre. Et à partir du moment où vous réussissez à conditionner des gens, à leur laver le cerveau, à détester l'autre parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, parce qu'il représente ceci ou cela, du jour au lendemain, allez leur dire que finalement tu t'es fait un petit peu avoir, on t'a baratiné. Alors oui, il y en a. Tu trouveras toujours des exemples, c'est comme en France avec l'extrême droite, tu trouveras toujours des gens d'extrême droite qui sont des pauvres cons, qui sont des véritables abrutis, qui ont un raisonnement équivalent à celui d'une moule. Mais est-ce qu'ils représentent l'idéologie contre l'immigration, pour la souveraineté, etc. Bien sûr que non. Et j'ai envie de dire inversement chez les antifas. Moi, je peux vous dire, des antifas, j'en ai croisé. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, les gamins. Hein. Mais par contre, ils sont complètement lavés du cerveau. Mais complètement. Donc voilà, pour juste réagir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et
moi je vais continuer à conduire pour rentrer chez moi. Bouge plus du mieux.